Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle vidéo et grosse vidéo cette fois-ci avec la carrière de Ridley Scott. Ridley Scott, c'est un des plus grands réalisateurs qui existent. Alors, il y a eu quelques ratés à droite à gauche, mais il maîtrise totalement son art et on va donc en parler. Ridley Scott, il est né le 30 novembre 1937, ce qui lui fait aujourd'hui 83 ans et il est jamais aussi actif qu'en ce moment. Alors, il a démarré sa carrière, comme beaucoup de réalisateurs, hein, par des pubs ou des épisodes de séries télé britanniques notamment. Et son premier film, c'est un court métrage qui sort en 65 et qui s'appelle Boy and Bicycle. Un film dans lequel d'ailleurs il filme son frère, Tony Scott, avec un vélo pendant une trentaine de minutes. Un film en noir et blanc qui montre déjà une vraie maîtrise du réalisateur, même si c'est un peu long et que ça va pas bien loin. Ça montre que le bonhomme sait manier une caméra et c'est déjà un premier film assez intéressant qu'on peut trouver notamment sur le DVD de son premier long métrage. Like the bloody Kremlin anyway. Un premier long métrage qui débarque en 1977, qui est donc réalisé forcément par Ridley Scott, mais au scénario on retrouve Gerald Von Hughes, d'après le livre The Duels de Joseph Conrad, à la musique Howard Blake et à la photographie Frank Tidy. Dans les duellistes au casting, on retrouve Harvey Keitel, Keith Carradine, Albert Finney ou encore Edward Cox. Il y a déjà de jolis noms, on retrouve aussi Pete Postlethwaite d'ailleurs, ou encore Stacy Keach. Des sacrés noms pour un réalisateur débutant. Un réalisateur quarantenaire déjà, et qui offre ici une première preuve d'un talent qui explosera dès son deuxième essai. Alors qu'il a déjà réalisé un bon millier de pubs pour la télé anglaise et que sa première tentative de long métrage a échoué, Ridley Scott tombe sur une nouvelle de Joseph Conrad nommée Le Duel. Il confie alors l'écriture à Gerald Vaughan Hughes, qui en sort l'histoire de deux officiers de l'armée napoléonienne qui se rencontrent en 1800 et, pour une futile raison, s'affrontent en duel, pendant 15 ans. Dubert et Ferraud vont s'affronter à de nombreuses reprises au point d'en oublier pourquoi. Sur la base de ce scénario, Ridley parvient à tirer 900 000 $ pour le mettre en scène. Déjà peu pour l'époque, d'autant qu'on lui demande de choisir deux acteurs dans une liste de 4. Il jette son dévolu sur Keith Carradine et Harvey Keitel, deux jeunes acteurs dont la popularité commence à grimper. Par l'intermédiaire d'une actrice, il parvient aussi à ajouter Albert Finney, payé avec une caisse de champagne, au casting, et un Pete Postlethwaite pas encore connu. Il part ensuite en France pour tourner le film. Arrivé sur place, il apprend du maire de la ville que cette histoire est tirée d'une histoire vraie, s'étalant sur 30 ans. Malgré tout, il va conserver le scénario. Bénéficiant de son expérience de publicitaire, il livre ici un film aux images sublimes. Le dernier plan, fruit du hasard, est incroyable, qui souffre cependant de ce même passé. On a en effet parfois l'impression d'assister à une belle pub et non à un film. Pourtant, l'histoire racontée est passionnante, les personnages travaillés, le respect de l'époque impressionnant et les quelques maladresses de mise en scène, le duel à cheval dont le début est entaché d'inserts trop violents, composé par le plaisir, compensé par le plaisir qu'on a à suivre le film. Et au final, si on a passé un très agréable moment, il est compliqué de dire qu'on assiste à un grand film, mais bel et bien la naissance d'un réalisateur bénéficiant d'un vrai talent pour l'image et qui a la manière de raconter une histoire. Il lui reste certes à se perfectionner sur quelques points, mais le résultat est déjà fort appréciable. Cute. Il faudra attendre à peine 2 ans, 1979, pour que Ridley Scott vienne sortir un putain de chef-d'œuvre avec Alien, le huitième passager.
Un film dont il faut quand même préciser une particularité, le Director's Cut est moins long que la durée originale qui fait près de 2 heures. Le Director's Cut également, mais il fait 2h16, il fait 1h56 alors que la version originale fait 1h57, pardon. Au scénario, Dan O'Bannon, Walter Hill et Ronald Shusett. À la photographie, Derek Van Lint et à la musique, Jerry Goldsmith. Au casting, on retrouve Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto. Encore une fois des sacrés noms, même s'ils n'étaient pas forcément aussi connus à l'époque qu'ils le sont aujourd'hui. Le succès critique des duellistes permet à Ridley Scott de s'engager sur Alien, une œuvre de SF particulièrement ambitieuse, une œuvre qui, dès le départ, sent le chef-d'œuvre. Pourtant, Ridley Scott n'est pas le premier réalisateur envisagé. C'est le co-scénariste Walter Hill qui doit d'abord le mettre en scène. Devant l'ampleur de la tâche, il se désiste et plusieurs autres sont envisagés. Des metteurs en scène talentueux qui, eux aussi, ne souhaitent pas se lancer. C'est donc finalement Ridley Scott qui hérite du projet. Il se lance alors à corps perdu dans l'histoire de l'équipage du Nostromo, un remorqueur interstellaire qui, après avoir atterri sur une petite planète pour enquêter sur la possibilité d'une vie extraterrestre, comme les ordres le demandent, en ramène bel et bien une, et pas la plus amicale. Ce qui au départ est une banale série B prend une ampleur inattendue dès les premières phases et dès que les membres de l'équipe prennent conscience du potentiel du projet. Ainsi, le design de toutes les séquences extraterrestres et des créatures est confié à l'artiste suisse H.R. Giger. Le casting fait appel à plusieurs acteurs déjà bien connus pour entourer la débutante Sigourney Weaver, et tout est pensé au millimètre. Chaque plan de caméra, chaque choix est réfléchi pour ce qu'il est et les sensations qu'il souhaite donner au spectateur. C'est ainsi que l'on assiste à l'un des films d'horreur les plus impressionnants jamais réalisés, qui n'a pas vieilli d'un poil, même plus de 35 ans après sa sortie. Ses effets organiques, son rythme parfaitement étudié, même les 45 minutes d'exposition, et son design en font encore aujourd'hui un film fascinant sur bien des points. Pas les plus scientifiquement probables, et c'est assumé, mais un film d'horreur qui reste diaboliquement stressant, dont la créature est devenue un mythe, tout comme son héroïne, toujours aussi grandiose aujourd'hui, un chef-d'œuvre incontestable qui a sa place chez tout le monde. En 1982, on retrouve Ridley Scott avec un film qui fera date une nouvelle fois, il s'agit de Blade Runner. Un film dont les versions sont multiples, avec des durées multiples, il y a, si je ne me trompe pas, 5 versions différentes. Au scénario, on a retrouvé David Webb Peoples et Anton Fancher, d'après le roman de Philip K. Dick, à la musique Vangelis et à la photo Jordan Cronenweth et Steven Poster. Au casting, Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Daryl Hannah ou encore Joanna Cassidy. Le succès d'Alien aidant, Ridley Scott se voit affilié à tout un tas de projets, de SF notamment, mais c'est bel et bien un tout petit projet inattendu qu'il choisit. Pourtant, dans un premier temps, il doit réaliser une adaptation de Dune. Le projet est bien embarqué, mais la mort de son frère aîné le laisse sur les rotules. Le projet, alors nommé Dangerous Days, lui a déjà été proposé, les producteurs reviennent alors à la charge, lui expliquant que ça pourrait lui permettre de s'en sortir. Un moyen comme un autre, mais le fait est qu'il s'y intéresse et voit dans ce petit film intimiste, presque un huis clos, le scénario original se déroulant dans un lieu unique à peu de choses près, la possibilité d'aller vers quelque chose de plus grand. Il imprime alors sa patte à ce film, inspiré du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick. Le casting tourne autour d'acteurs alors méconnus aux États-Unis si on exclut un Harrison Ford prenant la place de Robert Mitchum, que voulait le scénariste, et de Dustin Hoffman, qui est en négociation avancée. Le scénario est largement réécrit par un second scénariste, éjectant plus ou moins le premier, et le tournage commence. Il sera long et intense, mais permettra de livrer un chef-d'œuvre de science-fiction. Se déroulant en 2019, il met en scène Rick Deckard, un ancien Blade Runner, une police spéciale chargée de gérer les androïdes, qui doit ici se charger de 6 réplicants qui ont détourné un vaisseau spatial. C'est notamment Roy Batty, leur chef, qui est visé par Rick. Pendant près de 2 heures, le film nous plonge ainsi dans un monde futuriste où règne la crasse et les grandes sociétés, un monde pas si éloigné de ce à quoi ressemblent certaines mégalopoles aujourd'hui. Une vision futuriste et réaliste obtenue grâce au concours de véritables artistes des effets visuels qui servent ici un propos humaniste bien incarné par notamment un Rutger Hauer remarquable.
Blade Runner est un film complet et complexe qui pose des questions de son départ à son dénouement, un film aussi passionnant par lui-même que dans sa conception. Un film qui a tout d'abord repoussé les critiques avant d'être reconnu à sa juste valeur au point de disposer aujourd'hui de plusieurs versions qui apportent chacune quelque chose. Un film grandiose qui ne vieillit pas. What seems to be the problem? I want more life. It's too bad she won't live. But then again, who does? More human than human is our motto. I've seen things you people wouldn't believe. Et en 84, le passé de publicitaire de Ridley Scott refait surface lorsqu'il est appelé par Apple pour réaliser une pub basée justement sur le roman de George Orwell 1984. La pub sera très bonne et aura un très grand succès. Pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory laws. Unification of laws is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. En 85, Ridley Scott quitte le domaine de la science-fiction pour se lancer vers la fantasy, aussi étonnant que ça puisse paraître, pour un film d'1h30. Film dont le scénario est confié à William Jostberg, la photographie à Alec Thompson et la musique à Jerry Goldsmith pour la version européenne, Tangerine Dream pour la version américaine. Au casting, on retrouve Tom Cruise, ou encore Mia Sara ou Tim Curry, mais également Robert Picardo, pour les fans de Star Trek. Après les deux gros tournages que furent Blade Runner et Alien, Ridley Scott s'attelle donc à un projet dont il avait envie depuis Les Duellistes, Legend, pour un résultat en demi-teinte. Il souhaite en effet créer un film fantastique empruntant ses codes au genre, mais tout en offrant un spectacle jamais vu. Une envie un peu paradoxale qui se ressent dans le résultat. On y voit la princesse Lily, amoureuse du jeune Jack, pauvre et qui vit dans la forêt. Pendant ce temps, le Seigneur des Ténèbres, sobrement nommé Darkness, décide de supprimer le soleil qui est le seul moyen de le vaincre. Pour cela, il doit battre les dernières licornes existantes et va également en profiter pour enlever la princesse, élue de son cœur selon lui. Le pitch n'a rien de bien excitant et le film, s'il veut à l'époque surprendre le spectateur, peine à aligner le fond et la forme. Esthétiquement sublime avec notamment des costumes très au point à l'époque, ces images de pub ne lui permettent pas de faire oublier des dialogues au ras du sol, une intrigue prévisible et un casting très inégal. En effet, si la majorité des acteurs s'en sortent, Tom Cruise en fait des tonnes et n'est jamais crédible, passant son temps à faire les gros yeux. Ce qui ne lui va pas vraiment de briller au milieu d'idées tirées en grande partie du Seigneur des Anneaux ou de tous les films ou livres du genre déjà sortis à l'époque. Difficile alors de voir dans le film autre chose qu'une petite production pour jeune public qui doit plutôt bien fonctionner vis-à-vis d'eux, car cela reste loin d'être honteux, mais qui a pris un méchant coup de vieux. La version Director's Cut cependant propose la version originelle du réalisateur. Plus longue de 20 minutes, elle est plus convaincante par ses rigolos sous-entendus et un aspect à un poil plus épique. Elle n'en est pas remarquable pour autant, mais surpasse une version cinéma tellement raccourcie que les faux raccords y sont légion. Pour Ridley Scott, ce film restera comme un relatif ratage, oscillant entre plusieurs tons entre le cliché et l'inédit, sans vraiment savoir où se situer. Malgré tout, le visionnage en est encore acceptable. No heaven without hell. No light without me. I am darkness. En 87, Ridley Scott sort un de ses films qui reste aujourd'hui les plus méconnus avec Traqué ou Someone to Watch Over Me en VO. Au scénario, on retrouve Howard Franklin,
avec la participation non créditée de Danilo Barr et David Seltzer, à la musique Michael Kamen, à la photographie Steven B. Poster. Au casting, Tom Béranger et Mimi Rogers tiennent le haut de l'affiche. Avec Traqué, Ridley Scott quitte définitivement les milieux de la science-fiction et du fantastique pour se plonger dans un film bien de son époque. Claire Grégory est une jeune femme qui, un jour, assiste impuissante à un meurtre. Elle sait qui en est l'auteur et doit faire une déposition et identifier le tueur. Avant cela, une garde est mise en place avec la présence constante d'un officier de police auprès d'elle. L'un d'eux est Mike Keegan, un débutant marié et père d'un enfant. Traqué est donc un film qui reprend le principe des polars de la fin des années 80. Il met en scène un personnage très humain, capable de céder à ses pulsions, quitte à mettre son couple et sa famille en danger. Mais malgré cela, il reste concerné, et même plus que jamais, par son travail. Noir, le film l'est, mais il pêche par manque d'originalité et par une photo qui manque de classe. Ce qui est surprenant quand on connaît le réalisateur. En effet, rien dans la progression des personnages ne surprend, même si l'histoire se montre bien menée et bien écrite. Emmené par un casting qui se passe de grandes stars, mais choisit des acteurs en qui on peut avoir confiance, et qui assure ici une jolie partition. En cela, Traqué demeure un film tout à fait correct, voire même franchement, et qui réserve tout de même quelques excellents moments. Difficile cependant d'en dire plus, le film étant totalement oublié aujourd'hui, et trouver ne serait-ce qu'un DVD français demande un peu de patience. Reste un bon petit film tout de même. I'm scared. Unless there's some particular reason that you feel better to be around her at night. Oh man, what's happening? Michael, get off of this case. She's my responsibility. If you ever see me again, you never saw me before. I told you! Michael! Mike! En 1989, Ridley Scott est de retour avec un film très différent cette fois-ci. Film dont le scénario est écrit par Craig Bolotin et Warren Lewis, dont la photographie signée Yann de Bont, pas n'importe qui donc, et la musique par Hans Zimmer, pas n'importe qui encore une fois. Au casting, Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takahura, Kate Capshaw, ou encore Louis Guzman et Stephen Roth. Faisant suite à son premier essai dans le polar, avec Black Rain, il en fait un second, un film majeur qui mérite bien plus que les quelques DVD bas de gamme sortis en France. Soupçonné d'être un flic ripou par ses supérieurs, Nick Conklin se retrouve à escorter un yakuza au Japon. Avec son coéquipier Charlie Vincent, il le laisse malheureusement s'échapper. Ils vont tout faire pour le retrouver, mais un tragique événement va pousser Nick, flic rebelle, à en faire une affaire personnelle. Black Rain commence ainsi presque comme un buddy movie, mais va devenir au fil du temps un mélange de policiers sombres et de films de vengeance, porté par un Michael Douglas en état de grâce, accompagné d'Andy Garcia, Kate Capshaw, la femme de Steven Spielberg donc, et Ken Takakura. Le film offre ici pendant 2 heures une histoire aussi puissante émotionnellement qu'intéressante dans son propos. En effet, en débarquant au Japon, Nick n'a aucune idée des us et coutumes du pays, et son côté rebelle jouant contre lui, il va constamment les remettre en question, bien destiné à faire bouger. Tout ça à grands coups de pied au cul. Et ce jusqu'à refuser l'aide du flic local censé l'accompagner. Au fil de l'histoire, il va cependant comprendre que, en essayant de mettre ses données de côté, il n'avancera pas. Doté d'une magnifique ambiance, bien aidé par une photo sublime signée Yann de Bont, Black Rain se montre prenant de bout en bout et ne tente jamais de faire la part belle à la façon américaine, car dès le départ, il en montre certaines faiblesses. Le résultat est donc plus profond qu'un policier de base et bien plus plaisant. Un des grands oubliés de la filmographie bien remplie du metteur en scène, et c'est bien dommage. Something tells me we should cut our losses and let the locals handle it around here. I can't go back without him, Charlie. Come on! He's getting away! I thought we were working together! The guy's getting away! You have no part in this. I am the solution to your problems. Well, it's not over yet. Here I am, Nick! You can get him, boss. You and me. Michael Douglas, Black Rain.
1991, Ridley Scott abandonne le policier pour se lancer dans un style différent, une espèce de road movie dramatique, qui dure plus de 2 heures cette fois-ci. Le film est écrit par Callie Khouri, à la photographie on a Adrian Biddle et à la musique Hans Zimmer, aidé de Pete Hickok. Au casting on retrouve Susan Sarandon, Gina Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Stephen Tobolowsky ou encore un tout jeune Brad Pitt qui démarrait sa carrière. Maintenant qu'il a aussi laissé sa trace dans le policier avec le génial Barla Crane, Ridley Scott rechange de genre. Et Thelma et Louise, en fait, il n'a pas vraiment de genre. C'est donc l'histoire de deux femmes, engoncées dans une vie qui les déçoit et les ennuie profondément. Et elles sont simplement des femmes objets, ou presque. Alors elles partent en week-end, et lorsque Thelma est à 2 doigts de se faire violer, Louise abandonne. À partir de là, elle fuit les forces de police et semble enfin commencer à vivre vraiment. Thelma et Louise est un film réalisé à une époque où la représentation des femmes au cinéma laisse encore à désirer, ce qui a d'ailleurs entraîné quelques difficultés pour le film de Ridley Scott, du moins du point de vue public, le film étant couronné de l'Oscar du meilleur scénario. Il faut reconnaître que le drame qui se tisse dans cette histoire est aussi prégnant qu'important, car c'est bien au fil des rencontres difficiles qu'elles prennent le dessus sur des hommes qui les empêchent non pas simplement d'avancer, mais aussi de vivre leur vie, au point que le final les voit préférer en finir plutôt que de mettre fin à cette liberté nouvellement acquise. Pendant 2h09, le réalisateur ne laisse jamais tomber ce point de vue et offre une vraie bonne mise en scène à cette histoire parfaitement écrite, en plus d'offrir de grandes performances d'actrices, mais aussi d'acteurs. Harvey Keitel est de retour chez Scott après Les Duellistes notamment, et Brad Pitt fait une de ses premières grosses apparitions au cinéma. Il filme des cadres magnifiques dans une Amérique quasi westernienne. Ridley Scott fait donc encore presque figure de précurseur en donnant une telle place à 2 héroïnes dans son film, et le mieux c'est que ce n'est pas fini. What? Maybe you got a few too many parking tickets? Tell me what happened. You're getting in deeper every moment you're gone. You want to step back and get in your car again, please? I swear, 3 days ago, neither one of us would have ever pulled a stunt like this, but if you was ever to meet my husband, you'd understand why. What? Louise, shoot the radio. The police radio, Louise. Got it. Thelma and Louise. How do you like the vacation so far? We'll be drinking margaritas by the sea, Mamacita. En 1992, soit pile 500 ans après l'année dans laquelle se déroule le film, il sort 1492 Christophe Colomb. Un film dont le scénario est écrit par Roselyne Bosch, à la photographie Adrian Biddle et à la musique Vangelis. Au casting, on retrouve entre autres Gérard Depardieu, qui incarne Christophe Colomb, Sigourney Weaver, Tchéky Icario, Frank Langella, Marc Margolis ou encore Arnold Vosloo. C'est en découvrant un article sur Christophe Colomb que la scénariste décide de lui consacrer un film. Elle mettra des années à trouver les financements nécessaires, partagés entre la France, l'Angleterre et l'Espagne. Heureusement, elle parvient à les trouver et envisage alors plusieurs metteurs en scène. Francis Ford Coppola, Roland Joffé ou encore Oliver Stone sont approchés. Finalement, c'est Ridley Scott qui est choisi et qui accepte avec une seule et unique condition, que Gérard Depardieu incarne Christophe Colomb. Une condition acceptée et encore heureux car il est impeccable dans le rôle de celui qui découvrit l'Amérique, même si le film montrera bel et bien que ce ne fut pas de tourpeau. Car c'est un bonhomme heureux et prêt à accepter les Indiens qui arrivent sur l'île, un homme prêt à respecter leurs traditions avant que les calomnies et autres difficultés, notamment la nature elle-même, ne le mettent en difficulté et ne le discréditent. Et sur 2h30, cette histoire est particulièrement bien racontée, même si elle n'évite pas quelques longueurs de temps à autre. Le choix de Ridley Scott n'est cependant pas anodin. Le bonhomme a déjà donné dans le film costumé et historique avec Les Duellistes et il réussit ici en rendant son univers crédible et en dirigeant parfaitement ses acteurs. On signalera ainsi la présence de Sigourney Weaver qui s'était désistée pour tourner Alien 3 avant de se libérer et de revenir dans le casting. Pour le reste, on tient bien là une histoire plutôt bien racontée qui sonne comme un bel hommage. Le film est sorti pour les 500 ans de la découverte de l'Amérique et reste une fresque historique de bonne qualité. Pas le meilleur film de son réalisateur, mais il reste à voir.
Et en 1994, après avoir été déjà quand même coproducteur sur Blade Runner, il démarre une carrière de producteur. Il l'avait déjà fait sur Boy and Bicycle et quelques-uns de ses films, notamment Thelma et Louise et 1492, mais il va le faire pour quelqu'un d'autre ici, puisqu'il va être producteur de Les Leçons de la vie de Mike Figgis. Il sera également producteur délégué en 94 toujours de Mon ami Dodger de Franco Amuri. En 96, Ridley Scott revient avec un film assez méconnu pour le coup, Lame de fond. Le scénario est signé Todd Robinson d'après l'œuvre de Charles Guy Jr. et Felix Sutton. À la musique, on a Jeff Rona et à la photographie Hugh Johnson. Au casting, on retrouve Jeff Bridges, Jérémy Sisto et Ryan Phillippe dans des petits rôles. Encore Zelko Ivanek. Pour les amateurs de séries, on le voit souvent dans diverses séries télé. Si on devait classer Lame de fond dans la liste des films oubliés de Ridley, il se retrouve assez poche de la première place. Pourtant, il s'agit là d'une belle œuvre malgré un académisme certain. Adapté d'un livre lui-même tiré d'une histoire vraie, Lame de fond relate l'histoire de jeunes gens que leurs parents envoient faire un demi-tour du monde à bord d'un bateau. Le but est bien entendu de les apprendre à vivre en communauté et s'entraider tout en les faisant grandir. La rigueur qu'il leur faudra les obligera également à suivre les ordres d'un skipper qui se montre intransigeant. Sur le fond, le film se montre très classique dans son genre et rappelle même parfois le cercle des poètes disparus, notamment lors de son final. Mais là où il se différencie des autres, c'est par la beauté de ses images, auxquelles le DVD français ne rend absolument pas honneur d'ailleurs, et la dureté de certaines de ses séquences. Certaines m'ont fait clairement mal au ventre. Très bien interprété, il se permet même de faire passer la séquence du naufrage, pourtant vantée par la boîte et le résumé, en quelques petites minutes en fin de film, et d'offrir un procès rappelant l'absurdité de la justice devant certaines situations, tout en rappelant l'arrogance de l'humain persuadé qu'il peut vaincre la nature quoi qu'il en soit. Beaucoup de sujets, peut-être un peu trop, ce qui explique l'anonymat dans lequel est tombé ce pourtant bon film qui mériterait une sortie Blu-ray. White squalls are a phenomenon of the imagination. The calm. What happened to my ship was not imagined before the storm. Largo Entertainment presents a film about loyalty. Where we go one, we go out. Discovery. But we're a crew. That's what this whole thing is about. And courage. Don't you walk out on us, Skipper, you don't! Captain, they're only boys. We listened to you, we believed you! They're much more than that, sir. And we are still here! Jeff Bridges in a Ridley Scott film. White Squall. Based on a true story. En 97, soit l'année suivante, il revient avec À armes égales, ou G.I. Jane en VO. Un film qui est écrit par Daniel Alexandra et David Fouilly, à la musique Trevor Jones et à la photo Hugh Johnson. Au casting, on retrouve Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft et Jason Begg, ou encore Jim Caviezel, Maurice Chestnut, pour un film qui sera un peu décevant. Et parce qu'il va se retrouver aussi confronter un sujet compliqué à aborder. Parce qu'au travers de Jordan O'Neill, une femme qui se retrouve à suivre un stage d'entraînement militaire réservé aux hommes, il ne fait pas que parler de la place de la femme dans l'armée, c'est bien de la place de la femme tout court qu'il s'agit. Poussée par une féministe convaincue à s'engager et montrer de quel bois elle est faite, elle se retrouve trop vite écartée par les hommes avant de vivre la même chose avec celle qui l'a poussée quand elle montre sa position. C'est-à-dire celle de l'égalité, ni plus ni moins. Et pour cela, Ridley Scott réussit son pari, tout comme pour son casting emmené par une excellente Demi Moore, accompagnée entre autres de Viggo Mortensen, Jim Caviezel dans un petit rôle et Anne Bancroft. Elle incarne parfaitement Jordan O'Neill, ni trop féminine ni à 100% masculine, elle a trouvé le milieu parfait entre les deux. Jusque-là, le film semble donc être une totale réussite. Mais, et c'est étrange de la part de Scott, c'est la mise en scène, le montage et le rythme du film qui posent problème. Parce qu'il faut être clair, le film est ennuyeux. De longues scènes de dialogue sans intérêt, des scènes d'exposition bien trop longues, un final prévisible et hors sujet. Les moments de bravoure sont rares et l'action saccadée. Tout cela concourt à endormir le spectateur qui finira par se lasser et regarder le film d'un œil distrait. Ce qui est franchement dommage, mais place le film comme un des moins bons de son réalisateur. Tu sais, il y a pas mal de gens qui aimeraient que tu te plantes. G.I. Jane. Et pourquoi pas Jeanne d'Arc pendant qu'ils y sont? Je te mets en garde, c'est tout. Permission de me rhabiller, caporal-chef? Elle est vraiment exceptionnelle. De toute façon, moi, plus on m'emmerde et plus j'ai envie d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment aussi important que ça, t'es sûr? Ne me dites pas que vous vous destinez à cette vie. J'espérais avoir le choix. C'est ce que vous m'aviez promis.
changer de vie, vous avez le choix. Cesse ma... Les années suivantes, il repart à la production. On le retrouve notamment comme producteur en 98 de Clay Pie Jones de David Dobkin. En 97, il est producteur délégué sur la série Les Prédateurs, inspirée du film de son frère Tony. Et en 99, il est toujours producteur délégué sur Citizen Wells, un téléfilm. Et en 2000, le revoici avec cette fois un péplum mastoc qui va approcher les 3 heures dans sa version longue. Gladiator est écrit par David Franzoni, John Logan et William Nicholson, d'après une histoire de David Franzoni. À la photographie, on a John Mathieson. Et à la musique, Hans Zimmer et Lisa Gerrard. Avec un budget mastoc de 103 millions de dollars et un casting composé entre autres de Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Jimon Hounsou, Richard Harris, Derek Jacobi, Tommy Flanagan. Le réalisateur va s'atteler à réaliser un film grandiose. Le péplum, c'est un genre qui, à l'époque, est abandonné en plus ou moins désuétude depuis 40 ans et la sortie du Spartacus de Stanley Kubrick. Pour cela, il va partir d'un scénario coécrit donc, comme je l'ai dit, par John Logan, qui a été scénariste des 2 derniers James Bond et aussi créateur de la série Penny Dreadful, et va littéralement transfigurer le genre. Parce qu'à l'histoire, il va ajouter des décors et des costumes impressionnants, ainsi qu'un style collant au blockbuster du moment. Loin de coller à la réalité, le film est tout simplement un des plus marquants de l'époque. On va rappeler qu'il a remporté l'Oscar du meilleur film, et il reste encore impressionnant aujourd'hui. L'histoire de ce général romain, aimé comme un fils par l'empereur, a touché beaucoup de monde. Parce qu'à la mort de l'empereur, son vrai fils fait tuer la femme et le fils de Maximus, le général en question. Celui-ci finit par devenir esclave puis gladiateur avant d'être en possibilité de défier l'empereur Commode, une base pour une histoire puissante, fidèle, tout en s'adaptant à son époque. Grand spectacle mais pas trop sanglant pour éviter une classification R, le film a en plus l'avantage de voir son director's cut sortir au cinéma. La version longue n'étant que ce que son nom dit bien. Porté par la performance incroyable de Russell Crowe mais aussi celle de Joaquin Phoenix et de second rôle largement à la hauteur, le film évite de tomber dans la démonstration gratuite et prend son temps pour parler de ses personnages. En cela, il en profite pour justement respecter l'époque avec son lot de trahison, de violence et de relations ambiguës. Un plaisir de chaque instant que l'on peut revoir des dizaines de fois sans se lasser. My name is Maximus Decimus Meridius. Loyal servant to the true Emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next. Are you not entertained? The general became a slave. A slave who became a gladiator. You've got a better chance of survival if we work together. A gladiator defied an emperor. Gladiators, I salute you. What we do in life echoes in eternity. La même année, Ridley Scott produit En toute complicité de Marek Kaniewska. En 2001, il est attendu de plein ferme Ridley. Il vient de réaliser Gladiator qui est un énorme succès et il s'attelle à la suite du Silence des agneaux. Il va en effet réaliser Hannibal. Au scénario, David Mamet et Steven Zaillian d'après l'œuvre de Thomas Harris. À la musique, Hans Zimmer et d'un tas d'autres compositeurs reconnus tels que Klaus Badelt ou encore Steve Jablonski, voire même Rupert Gregson-Williams, et à la photographie John Mathieson. Au casting, Anthony Hopkins évidemment, mais aussi Julianne Moore, Gary Oldman, Ray Liotta, Giancarlo Giannini, Željko Ivanek de nouveau. On attend forcément un gros film. Mais la production va être assez chaotique. D'abord parce que Jodie Foster refuse de reprendre le rôle de Starling, laissant sa place à Julianne Moore, qui est excellente, ceci dit, et qu'Anthony Hopkins n'accepte de reprendre celui de Lecter qu'à condition que le scénario soit réécrit. Finalement, on y suit la recherche d'Hannibal par Clarice Starling, qui bénéficie des infos de Mason Verger, 4e victime de Lecter et dont le visage est littéralement détruit. Avec cette intrigue, on a plus ou moins le droit à un épisode de série télé tiré sur plus de 2 heures, largement moins viscéral et moins glauque que le premier opus. Il ne permet pas de se plonger dans la psychologie du personnage et on se contente de suivre platement les événements en espérant quelques rares fulgurances, tel ce final plutôt osé. Heureusement donc que le film soit porté par des acteurs au sommet et la maîtrise de la mise en scène de Ridley Scott qui parvient à maintenir l'intérêt malgré de nombreuses longueurs.
Et le souci de ce genre de films, c'est qu'ils sont vides malgré leurs acteurs, ça n'en fait que des films moyens, relativement dénués d'intérêt, comme cet Hannibal qui, s'il n'est pas un mauvais film, fait un peu tâche et se positionne en marge du reste de la carrière de Scott qui aurait mérité un projet bien plus profond. Combien de temps un homme peut-il garder le silence avant d'en revenir à ce qu'il sait le mieux faire? Je pense de plus en plus sérieusement à manger votre femme. Anthony Hopkins récompensé aux Oscars. Julianne Moore nommée aux Oscars dans un film de Ridley Scott. Hannibal. En 2002, Ridley Scott est de retour avec cette fois un film de guerre, La chute du faucon noir. Le film est écrit par Ken Nolan d'après le roman de Mark Boden. La photographie c'est Slavomir Žižek et la musique Hans Zimmer évidemment. Au casting, on retrouve Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Ewen Bremer, Hugh Dancy, Johan Gruffud, Jason Isaacs, Matthew Marsden, Orlando Bloom, Tom Hardy, Sam Shepard, Eric Bana, William Fichtner, Zelko Ivanek de nouveau, Kim Coates, Nicolas Coster-Waldau, Glenn Morshower, Jeremy Piven. Encore une fois, une belle liste de noms. Après le relatif échec critique d'Hannibal, il revient donc par le biais du film de guerre, un film qui n'attendait que lui. En 93, le 3 et 4 octobre pour être précis, une centaine de Marines vont combattre en Somalie dans le but de trouver et d'abattre le général Mohamed Aidid. La raison ? Dans ce pays rongé par la faim, une de ces factions a attaqué les forces de l'ONU. Au cours de cette opération et des nombreuses fusillades qui s'ensuivront, 19 soldats américains vont trouver la mort. Ce pitch est aussi une histoire vraie à laquelle Ridley Scott va rendre hommage par le biais d'un film très maîtrisé. Si le final de À armes égales pouvait laisser craindre le pire quant à son incursion dans le milieu de la guerre, il offre ici un film réaliste, très bien filmé et d'autant plus d'une belle photo. À ce sujet, le rendu du Blu-ray est superbe, le tout pour illustrer 2h20 de combats enragés. Et une des forces du metteur en scène résidant dans sa capacité à faire de la pub sans en donner l'impression. Avec ce film, il ne serait pas étonnant ainsi qu'il ait lancé de nombreuses carrières militaires, tant son hommage ne semble jamais surfait. Il raconte une histoire et ne cherche pas à faire pleurer, c'est ce qui lui donne toute son authenticité. Et que dire du casting de haute volée qu'il propose, notamment la toute première apparition au cinéma d'un certain Tom Hardy. De quoi se frotter les mains, d'autant plus qu'ils sont tous très concernés par le film, et au final on en vient à le regarder sans plus voir les acteurs mais bien leurs personnages. Maîtrisé dans ses moindres détails, La chute du faucon noir fait partie des grands films du réalisateur, même s'il lui manque un petit quelque chose pour atteindre le statut de chef-d'œuvre. Où est le groupe de sauvetage? C'est nous! Je peux pas y retourner. C'est votre comportement qui fait toute la différence. Quand on me demandera pourquoi tu vas te battre, je répondrai pas. Ils comprendraient pas qu'on fait ça les uns pour les autres. Ne le laissez pas au sol! Que quelqu'un aille l'aider! Y a rien d'autre à dire. On ne demande pas à devenir un héros. Sauf que parfois ça finit comme ça. Au passage, en 2002, il était également à la production du téléfilm The Gathering Storm de Richard Loncraine et sur la série de courts-métrages The Hire pour un constructeur automobile, des courts-métrages réalisés entre autres par John Woo, Tony Scott ou encore Joe Carnahan. Pause dans les grands projets pour Ridley Scott lorsqu'il réalise Les Associés ou Matchstick Men en 2003. Basé sur un scénario de Nicolas Griffin et Ted Griffin d'après le roman d'Eric Garcia sur une musique de Hans Zimmer et à la photographie de John Mathieson, il retrouve au casting Nicolas Cage, Sam Rockwell et Alison Lohman. Roy et Frank sont deux arnaqueurs qui sévissent depuis de nombreuses années. Des petites arnaques, d'autres plus grosses, ils s'en sortent très bien et n'ont jamais été inquiétés. Roy est cependant agoraphobe et rempli de tics en tout genre. Alors qu'il rencontre un psy, il est mis en contact avec sa fille de 14 ans qu'il n'avait jamais vue. Avec ce film, Ridley Scott tente donc quelque chose de nouveau. Le registre du film d'arnaque est ici mêlé à une histoire familiale puisqu'il va rapidement s'attacher à cette fille qu'il n'avait pourtant jamais cherché à voir, alors qu'il savait avoir un enfant. Cependant, l'entraînant dans une arnaque, il va enclencher divers événements imprévus. Aussi drôle que touchant, le film est un tour de force en termes de mise en scène et maintient l'attention pendant toute sa durée. Jamais trop compliqué, c'est un des risques du genre, il nous permet aussi de facilement nous attacher aux personnages principaux.
Interprétés par des acteurs excellents, les arnaqueurs jouent leur jeu, le spectateur, sachant qu'il se fera avoir aussi, essaie de deviner par avance. Mais le fin mot d'histoire est plutôt surprenant, sans pour autant être impossible à voir venir. Seul choix douteux, celui d'Alison Lohman, 24 ans à l'époque, pour incarner la fille de Roy qui est censée en avoir 14. Et la différence se voit. Ce n'est pas ce qui va gâcher cet agréable divertissement qui ne se hisse pas au niveau des meilleurs films du réalisateur, mais qui mérite tout de même un peu plus de reconnaissance qu'il n'en a. Thanks, Irene. Good morning. Who says so? Irene Fisk. She wants to talk to her husband first. Mrs. Fisk. John Goodhue, Regional Vice President. Congratulations! Which prize are you hoping for? Well, that would be my choice too. My associate tells me you have 5 grandkids? Wow. Now, I understand that you'd like to speak to your husband first about this, and I can understand why. But the thing is, Irene, my secretary's having a baby this afternoon, and everyone here at the office is about to bug out and head over to the hospital. Now, let me confirm your address so I can give it to our courier service. 2005 sera une année très remplie pour Ridley Scott, et ça commence avec la sortie de Kingdom of Heaven, sa dernière réalisation. Écrit par William Monahan, mis en musique par Harry Gregson Williams avec une photographie de John Mathieson, le film comporte au casting Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, David Thewlis, Martin Xokas, Brendan Gleeson, Edward Norton, Michael Sheen, Liam Neeson ou encore Kevin McKidd. Sans oublier Ian Gillen par exemple, ou encore Eric Boinet ou Nicolas Coster-Waldau. Bref, un énorme casting. C'est pendant qu'il tourne Les Associés qu'il rencontre William Monahan. Le scénariste lui propose le projet Tripoli, mais celui-ci ne se montant pas, il revient alors lui proposer Kingdom of Heaven. Passionné par le sujet des croisades, Scott ne rechigne pas à mettre en scène l'histoire de Balian d'Ibelin, forgeron dont la femme s'est suicidée après la mort de leur enfant. Il rencontre alors son père qu'il refuse de suivre, mais lorsqu'il doit fuir suite à un meurtre qu'il a commis, il le rejoint et part pour Jérusalem. Une histoire que Scott prend à cœur d'illustrer de la meilleure manière possible, c'est ainsi que le montage qu'il propose dure plus de 3 heures. Impossible à diffuser en salle pour des producteurs à l'affût du maximum de séances. Il lui demande alors de retirer un maximum de scènes pour atteindre une durée ne dépassant pas les 2h30. Scott finit par s'incliner et livre ce montage qui sort en salle. Mais quelques années plus tard, il supervise un director's cut atteignant les 3 heures en réintégrant 40 minutes de scène, dont une sous-intrigue jusque-là inédite et essentielle au film. Ainsi, même les critiques les plus mitigées devant la première version brouillonne reconnaissent enfin la qualité du film. Un film qui, emmené par un Orlando Bloom dans son meilleur rôle, profite autant d'un casting en or que de la mise en scène pour retranscrire à la fois la violence des combats mais aussi la complexité des intrigues des croisades. Sanglant quand c'est nécessaire, plus posé quand il le faut, le director's cut rend aussi plus limpide la progression du personnage principal, alors qu'elle était assez floue dans la version cinéma. Kingdom of Heaven en devient alors un film qui, malgré ses erreurs historiques, mais rappelons-nous que c'est un film, et grâce à ses sublimes décors, est un vrai coup de maître de son réalisateur, qui tient en passage son dernier chef-d'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Do you know what lies in Jerusalem? A new world, a better world than has ever been seen. There, you are not what you were born, but what you have it in yourself to be. A kingdom of conscience. Peace instead of war. Love instead of hate. That is what lies at the end of Crusade. Toujours en 2005, Ridley Scott participe à un projet collectif pour lequel il réalise un court-métrage accompagné de sa fille Jordan. Désireux de mettre l'accent sur les jeunesses difficiles, l'UNICEF a demandé à quelques réalisateurs de s'atteler à la création de courts-métrages pour un film qui s'appellera Les Enfants Invisibles. Et le résultat, c'est celui-là. Avec au casting 8 réalisateurs, le film aligne 7 courts-métrages pour un total de 2h07 pendant lesquels on traverse le globe pour voir l'enfance dans diverses contrées. Et toujours des enfances difficiles ici mises en scène par le biais de fictions souvent fort bien écrites. Alors sans filer les 2h07 à la suite, c'est un peu long, je sais, je l'ai fait. Le film qui est proposé en VO et en VOST se montre des plus intéressants. Chaque réalisateur suit son style et ne se voit imposer aucune règle si ce n'est l'idée de base bien entendu. Certains y vont d'un style posé, contemplatif, d'autres usent d'une mise en scène plus travaillée alors que d'autres encore jouent sur les dialogues. Mais globalement ils ont tous leur intérêt.
Le casting des acteurs est aussi très bon, les enfants sont tous parfaits dans leur rôle, et seuls les Scott font appel à des acteurs reconnus, David Thewlis et Kelly MacDonald pour ne pas les citer. Voyager ainsi en Afrique, au Royaume-Uni, en Chine ou encore en Italie vaut donc le coup, et si vous en avez l'occasion, je vous invite à voir ce film. Pas bien drôle bien sûr, mais important malgré qu'il soit illégal. Les Scott pour le coup se rendent au Royaume-Uni pour réaliser le court Jonathan. Toujours en 2005, Ridley Scott produit Inner Shoes de Kirsty Sanson, et il en profite pour démarrer aussi la production de la série Numbers. En 2006 sort ce qui reste certainement le film récent le plus oublié de Ridley Scott, le film Une grande année, sur un scénario de Mark Klein d'après le roman de Peter Mile, avec à la photographie Philippe Le Sourd et à la musique Mark Streitenfeld. Pour le coup, heureusement que c'est pas Le Sourd qui a la musique. Au casting, Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney, Freddie Highmore, Didier Bourdon, et oui, Abby Cornish, Valeria Bruni-Tedeschi, Rafe Spall. En même temps, il y a peut-être une raison au fait que le film soit oublié finalement. On y suit Max Skinner, qui est un homme d'affaires, un golden boy comme on les appelle, qui vit à Londres. Son oncle vit en France et durant toute son enfance, il a pris plaisir à lui rendre visite. La Provence et les vignes étaient alors importantes pour lui. Depuis, il a oublié tout ça, mais la mort de son oncle, qui lui laisse le domaine en héritage, le pousse à revenir dans l'espoir de le revendre. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour que vous sachiez où nous mène cette histoire déjà bien trop souvent racontée. Avec le savoir-faire de Ridley Scott, est-ce qu'on y gagne quelque chose? Bah non, c'est même plutôt l'inverse. Avec près de 2 heures au compteur, il est trop long pour être un simple feel-good movie comme il le voudrait. Mais son histoire n'est pas assez travaillée pour qu'il soit plus que ça. Vous l'aurez compris, il a le cul entre deux chaises et il parvient jamais à s'en sortir. D'autant que la mise en scène de Scott est bien trop démonstrative pour un film de ce genre. Alors au-delà du travail forcément impliqué et d'acteurs tous très bien dirigés, vous pourrez voir Russell Crowe face à Didier Bourdon. Et du simple fait que ça se laisse gentiment suivre, on aura bien du mal à y trouver un véritable intérêt dans la carrière de Ridley Scott. Cependant, impossible de nier la sincérité de l'entreprise, on sait que le réalisateur, comme son premier rôle, aime la France et ont probablement voulu lui rendre un hommage. Dommage qu'il soit pas aussi bon qu'attendu. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit, pas plus de 6 ou 10 fois. Cet endroit ne convient pas à mon mode de vie. C'est ton mode de vie qui ne convient pas à cet endroit. Quand tu as trouvé ton bonheur, il faut l'entourer de soins. Alors que choisissez-vous, la bourse ou la vie? Tous les souvenirs que j'ai de cet endroit se cantonnent à moins de 100 pas de l'entrée du domaine. Et ce sont de bons souvenirs? Non. Exceptionnels. Et en 2006, Ridley Scott produit un film qu'il aurait bien voulu réaliser, le Tristan et Isolde de Kevin Reynolds. Dès l'année suivante, Ridley Scott retrouve Russell Crowe pour le tournage d'un film d'ampleur de près de 3 heures dans sa version longue, American Gangster, sur un scénario de Steven Zelian d'après l'article de Mark Jacobson, une photographie de Harris Savides et la musique de Mark Streitenfeld. Au casting, on retrouve Denzel Washington, Russell Crowe donc, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Ted Levine, John Hawkes, RZA, Carla Gugino, Cuba Gooding Jr., Idris Elba, Norman Reedus, Rick Young, Yul Vasquez, du très lourd. Pour un biopic d'ailleurs, globalement très réussi. À la fin des années 60, un des chefs de la pègre n'est pas comme les autres. En effet, il se montre généreux, humaniste et noir. À sa mort, son chauffeur reprend les rênes et va faire dans le trafic de drogue, devenant même le plus important de Harlem. Richie Roberts, honnête inspecteur, va se mêler à l'histoire lorsque son coéquipier meurt d'une overdose. American Gangster est un film d'ampleur pour la qualité de sa reconstitution de l'époque et des recherches effectuées, et aussi par sa durée de 2h36 en version cinéma, près de 3 heures en version longue. Ce qui induit bien entendu quelques longueurs assez préjudiciables à ce film qui ne parvient pas à les endiguer comme il le faut. Son seul vrai défaut, car le casting et l'interprétation sont de qualité, on retrouve aussi pas mal de rôles offerts à des rappeurs ou encore à des acteurs alors peu en vue tels que Idris Elba ou Norman Reedus. Et c'est ce qui fait qu'on suit cette histoire même si on se doute de la fin et ce malgré la surprise de découvrir que Richie Roberts, après l'avoir arrêté, deviendra l'avocat de Frank Lucas, mais aussi que les 3/4 de la police locale et notamment de la lutte anti-drogue étaient corrompus.
Un film qui se révèle donc très bon pour le peu que vous soyez prêt à rester assis et suivre patiemment cette enquête et apprécier le travail de reconstitution. Si c'est le cas, je vous le conseille ardemment, les personnages étant travaillés et réfléchis, notamment car on en apprend aussi beaucoup sur leur vie privée. C'est pas un Italien, c'est un black. C'est quand même pas un nègre qui va faire ce que la mafia n'a pas été capable de faire en près d'un siècle. Frank Lucas est le plus dangereux des criminels qui sévissent dans les rues de notre ville. Ils ont essayé de tuer ma femme. On est en Amérique. En 2007 toujours, Ridley Scott est également producteur de l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, d'Andrew Dominic, et producteur délégué sur la mini-série The Company. En 2008, Ridley Scott rassemble un gros casting pour un film qui n'est pas si gros que ça, c'est Mensonge d'État, un film qui a été écrit par William Monahan et David Ignatius, à la musique Mark Streitenfeld, la photographie Alexander Witt. Et au casting, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, pour un film qui sera malheureusement vite oublié. Pourtant, c'est un film très actuel, encore aujourd'hui. Logique, puisque c'est actuel. On y suit Roger Ferris, un agent de la CIA qui navigue de pays en pays pour accomplir diverses missions. Celle-ci, c'est la recherche d'un terroriste international impliqué dans les attentats de Londres et d'Amsterdam, entre autres. Sur place, la surveillance commence et au passage, il s'éprend d'une Jordanienne. Retrouvant son ami Russell Crowe et engageant pour le coup un DiCaprio dont la carrière est au maximum, Ridley Scott se retrouve ici dans un genre qu'il ne connaît pas. Pourtant, les problèmes du film ne lui sont pas vraiment imputables. Sa direction d'acteur est parfaite et sa mise en scène montre qu'il est tout à fait capable de trousser de jolies scènes d'action. Malheureusement, le scénario oscille entre les très bons moments, mais se perd dès qu'il s'agit de mettre en place une pseudo-romance qui n'a rien à faire là, et va faire passer le film de thriller politique et terroriste à un banal film d'action. Ce qui est dommage car ça entache une vision des choses jusque-là très juste et certainement tirée du roman original. Ainsi, on verra DiCaprio dire à son tortionnaire dans le film, alors que celui-ci lui cite le Coran, « Vous ne savez pas interpréter la seule chose que vous aimez ». De plus, le film parvient à ne pas faire l'amalgame et s'en prend bel et bien aux seuls fanatiques religieux. Rien que pour cela, Mensonge d'État reste un bon film, même si mineur dans la carrière de Scott. Qu'est-ce que vous me cachez d'autre, putain? Vous savez qu'on est en guerre. Notre ennemi, il veut pas négocier. Les attentats récents d'Amsterdam, de Londres et d'autres villes européennes. J'ai pas le choix, je suis forcé de faire confiance à tout le monde. Ils savent pour vous, ils savent que vous bossez pour l'agence. Vous êtes grillés. Si je suis grillé, vous auriez dû envoyer une équipe. Vous n'avez pas envoyé d'équipe. Ose toujours. Y a combien de chances que ton mec joue sur les deux tableaux? J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous avez trop soif de pouvoir. Mais-en au fait. Je démissionne. Et vous me laissez tomber, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Le monde est dangereux, mon pote. En 2008, il produit également la mini-série La Menace Andromède, à la place du mystère Andromède. Et en 2009, le film Cracks, de sa fille Jordan Scott. Et la série The Good Wife, une excellente série que je vous recommande grandement au passage. En 2010, Ridley Scott revient avec un énorme projet, une fois de plus. Cette fois-ci, ce sera Robin des Bois. Un film qu'on attendait énormément, dont le scénario est signé Brian Helgeland, la musique Mark Streitenfeld encore une fois. Et au casting, Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar Isaac, Danny Huston, Ellen Atkins, Kevin Durand, Léa Seydoux, Jonathan Zakaï. Un casting dont on trouve également Luke Evans d'ailleurs dans un tout petit rôle, ou encore Denis Ménochet. Bref, on trouve un peu tout le monde au casting de ce Robin des Bois. Après quelques films passés un peu inaperçus, Ridley Scott revient avec un film qui se rapproche de ceux qui ont fait sa renommée, Gladiator, Kingdom of Heaven ou encore Les Duellistes. Et c'est bien de Robin des Bois dont je parle. S'il s'est fait remarquer en parvenant à donner une ampleur inédite à des films historiques plus ou moins fictionnels, le réalisateur pourra, grâce à ce film, retrouver les grands paysages et décors qu'il affectionne, mais aussi son acteur fétiche Russell Crowe et la France. Enfin un peu. En 2010, il produit également L'Agence Tourisque de Joe Carnahan.
Surprise en 2012, alors qu'on le pensait trop vieux pour ça, Ridley Scott revient à la saga Alien. Sur un scénario de Damon Lindelof et John Spaihts, avec à la musique toujours Mark Streitenfeld et la photographie d'Arius Wolski, il va réaliser Prometheus, un film qui n'est pas clairement au départ identifié comme un alien, mais qui va être attaché à la saga de manière assez claire, après plusieurs remaniements du scénario. Au casting, on retrouve Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, Logan Marshall Green, Rafe Spall, ou encore Benedict Wong et Patrick Wilson. Et donc, il voulait créer avec ce film une toute nouvelle histoire. Mais dans les faits, Ridley Scott a délaissé le genre depuis Blade Runner, mais il souhaite ici revenir sur les traces de la création de l'humanité par le biais de l'univers qu'il avait créé des dizaines d'années plus tôt. On retrouve donc un groupe de chercheurs partis sur les traces des ingénieurs qui semblent être les créateurs de l'humain. Expédition initiée par la Weyland et qui comporte dans ses rangs le robot David, plus humain que jamais. Un postulat intéressant qui entraîne cependant quelques soucis de cohérence avec Alien, déjà parce que la technologie cinéma actuelle lui permet d'afficher des technologies plus avancées que dans le film déjà cité, alors qu'il est censé se passer bien avant, ce qui est un peu gênant. Mais ce n'est rien comparé aux quelques grosses incohérences du scénario et à la bêtise de certaines scènes. Là comme ça, je donne l'impression que je le déteste ce Prometheus, mais c'est faux, parce que c'est un bon divertissement en proposant quelques images absolument sublimes et que le travail sur certains personnages est des plus intéressants. Et si le plan final affirmant la filiation avec Alien n'est pas très inspiré, tout comme le design des ingénieurs prétend plus à rire qu'autre chose, le film réserve tout de même quelques bons moments de tension et de frayeur. Donc oui, Prometheus est un bon petit film, mais n'est en effet pas à la hauteur de ses ambitions. Peut-être un Ridley Scott mineur, mais c'est déjà pas mal. Et puis le casting a de la gueule en plus, avec des apparitions de Patrick Wilson et Guy Pearce en vieux Weyland. Moche, désolé. Il faut partir tout de suite. Ouvrir de l'intérieur. J'ai un blessé. Il est parti dans ma combi. Ce truc est dans ma combi. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tuez-les tous! Vous m'avez compris? Si vous ne l'arrêtez pas, on n'aura nulle part où aller. Toujours en 2012, Ridley Scott produit Le Territoire des loups de Joe Carnahan. Plus productif que jamais, Ridley Scott revient en 2013 avec Cartel, un film inattendu de sa part. Au scénario, on retrouve Cormac McCarthy, à la photographie Darius Wolski et à la musique Daniel Pemberton. Au casting, Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem, Brad Pitt, Edgar Ramirez, Toby Kebbell, Goran Visnich, John Leguizamo, Dean Norris, encore du lourd. Un film malheureusement verbeux, comme sait le faire Cormac McCarthy. Parce que niveau verbiage, le bonhomme s'y connaît. Si vous avez vu La Route ou The Sunset Limited, vous savez de quoi je parle. Écrivain à la base, il nous pond ici une intrigue revenant sur un avocat souhaitant faire un peu d'argent facile en se lançant dans une affaire impliquant le cartel. Mais il va se rendre compte que, quand on prend des risques, on finit toujours par les payer. Sur près de 2 heures, on suit donc tout doucement les évolutions et tractations des personnages, rendus attractifs grâce à un casting de très haute volée. Des acteurs et actrices qui apportent leur savoir-faire à un film qui ne fait que peu de concessions, se montrant même violent, voire sanglant lors de ses rares scènes d'action ou démonstratives. Si cela réussit parfois, la décapitation ultra sanglante du personnage de Brad Pitt, véritable folie, c'est aussi parfois un peu gênant. La masturbation de Cameron Diaz sur le pare-brise de la voiture de Javier Bardem, c'est vulgaire et sans intérêt. D'ailleurs, si on peut applaudir le choix de ne pas céder aux sirènes de l'actionneur à tout prix, il faut bien avouer que c'est parfois un peu lourd d'entendre parler d'un domaine que la majorité du public ne connaît que par le biais des films. On se retrouve perdu même si certains dialogues lourds de sens font mouche. À l'image dessus entre Brad Pitt et Michael Fassbender illustrés sur certaines images. Alors si Cartel reste un des films les plus détestés de son réalisateur, il s'agit pourtant d'un bon film dont il faut juste accepter le postulat. À partir de là, on peut l'aimer ou du moins apprécier les qualités de dialogue. Quand les coups vont partir, je serai déjà loin. Je fais quoi à ton avis? C'est vraiment grave. Fin de la discussion. C'est trop tard. En un clin d'œil, je peux disparaître. Et vous?
Le massacre à venir, il dépasse sans doute notre imagination. Vous êtes le monde que vous avez créé. Et quand vous aurez cessé d'exister, ce monde que vous avez créé disparaîtra à son tour. En 2013, il réalise également l'épisode pilote de la série Le Vatican, une série qui ne sera jamais commandée, qui s'arrêtera donc à cet épisode pilote. Après la mort de son frère Tony Scott, Ridley se relance dans la réalisation à plein et ne lâche plus. Il va d'ailleurs lui dédier son film suivant, Exodus, Gods and Kings. Sur un scénario de Bill College, Adam Cooper et Steven Zelian, avec à la musique Alberto Iglesias et à la photographie Darius Wolski, il se paye au casting Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Golshifteh Farahani ou encore Ewen Bremner. Alors que le peuple hébreu est réduit en esclavage par les pharaons d'Égypte, Ramsès et son frère Moïse se disputent et ce dernier est exilé. Entendant la parole de Dieu, il va tout faire pour sauver le peuple hébreu dont il fait en fait partie. Au départ dévolu à Spielberg, Exodus est un projet de grande envergure qui permettra à Ridley Scott de retrouver le côté péplum de Gladiator, celui qui a fait une partie de sa renommée. Engageant un casting qui fera débat, les acteurs principaux sont tous des Américains blancs, le réalisateur se justifiera en affirmant qu'il est impossible de monter un film de cette envergure autrement. Pas faux, même si c'est bien regrettable. Cependant, force est de reconnaître qu'on rentre bien vite dans l'histoire, qui prend d'ailleurs son temps pour nous expliquer les bases du conflit et ne commence à lancer les 9 plays qu'après 75-80 minutes. En attendant, on a eu le temps d'entrer dans le problème, le crédit accordé à la religion et la réelle force de celle-ci. Moïse n'est pas vraiment croyant, pas plus que ça, mais va trouver la foi quand ça lui sera nécessaire, quand il lui faudra trouver la force à côté d'un Ramsès qui croit, lui, quand ça l'arrange. Et si le tout se déroule sur 2h30, il le fait avec force, décor majestueux, bataille de masse et reconstitution fidèle. Au maximum en tout cas. Et ceci mélangé avec quelques effets numériques parfaitement intégrés. Une jolie réussite donc qui souffre cependant de quelques longueurs mais rien de grave. Je vous conseille sincèrement d'y jeter un œil. Le film est donc bien entendu dédié à son frère. Je suis venu te dire que ce qui se prépare nous dépasse tous les deux. C'est la survie de l'Égypte qui est en jeu, tu comprends? Qui te l'a dit? Dieu. Je suis un dieu. Je suis un dieu. Suivez-moi et vous serez libre. Nous allons capturer ces 400 000 esclaves. Il n'est pas question de capturer qui que ce soit. Nous avons une mer devant nous et une armée derrière nous. Préparez-vous. Toujours en 2014, il produit également le Avant d'aller dormir de Rowan Joffé. En 2015, Ridley est toujours là, et il revient avec Seul sur Mars, un film dont le scénario est signé Drew Goddard, le réalisateur de La cabane dans les bois, d'après le roman d'Andy Weir, à la musique Harry Gregson Williams, et à la photo Darius Wolski de nouveau. Au casting, Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Sebastian Stan, Kate Mara, Sean Bean, Michael Peña, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Donald Glover, ou encore Mackenzie Davis. Alors que George Miller nous avait montré que son âge ne l'empêchait pas d'être meilleur que n'importe qui derrière une caméra, Ridley Scott, qui a alors 77 ans, nous prouve qu'il est capable de faire mieux que la plupart des jeunes réalisateurs. Ouais. Alors qu'une équipe de la NASA stationne sur Mars depuis quelques jours, une tempête se déclenche. Mark Watney, botaniste de l'équipe, est déclaré mort après avoir pris un objet et avoir été projeté loin du groupe. Sauf qu'en fait, il est bien vivant et va tenter de rejoindre le point d'atterrissage de la prochaine mission Ares, prévue 4 ans plus tard. Et il a 3200 km à faire dans un véhicule qui ne peut en faire que 35. Avec peu de nourriture, peu d'oxygène et peu d'eau, comme il le dit lui-même, il va devoir en chier de la science. Si beaucoup pensaient voir dans ce film un survival sur Mars, Ridley Scott a vite mis les choses au clair, ce sera pas le cas. Et selon lui, ce n'est pas un film de SF. En effet, l'argument fictionnel ne sert qu'à servir un pur feel-good movie. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Le réalisateur ayant travaillé en collaboration avec la NASA sur le film,
Il a aussi le but implicite de relancer le programme spatial, et il le fait avec brio. S'il a lui-même reconnu que tout l'aspect scientifique n'était pas forcément possible, une grande partie l'est tout à fait. Ainsi, les 2h30 passent à une vitesse folle, également grâce à la décontraction affichée par le personnage de Mark Whitney, Matt Damon au milieu d'un casting fou. Rarement en proie au doute, ce qui rend d'autant plus touchante les quelques larmes qu'il verse à l'occasion, mais également le choix de l'équipage lorsqu'il est amené à choisir entre lui ou son retour sur Terre. Si on ajoute à cela des images sublimes et des effets visuels de grande qualité, on tient là un excellent film qui rappellera à ceux qui avaient enterré le réalisateur avec Prometheus qu'il n'a jamais été mauvais et que des erreurs ça arrive de temps en temps, tant qu'on les rattrape et il le fait avec classe. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. On l'a abandonné. On va le récupérer. La NASA n'a pas donné son accord. Donc ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est, c'est la fin. Est-il possible qu'il soit encore en vie? En 2016, il va également produire le film Morgan de Luke Scott, son neveu. Il va également produire, de 2015 à 2019, la série Le Maître du Haut Château sur Amazon, mais également la série Brain Dead, qui n'a rien à voir avec le film de Peter Jackson, et aussi une autre série, Jean-Claude Van Johnson, une très bonne série au passage. Mais c'est pas tout, puisqu'en 2015 toujours, il va également être coproducteur de Enfant 44 de Daniel Espinosa. Ridley Scott revient en 2017 et il a visiblement pas été touché plus que ça par les critiques sur Prometheus puisqu'il revient avec Alien Covenant, éjectant au passage le projet caressé par Neil Blomkamp. Et au vu des dernières œuvres de Neil Blomkamp, c'est peut-être pas plus mal finalement. Il saute 3 lettres de Michael Green, John Logan et Jack Pike John au scénario, à la photo toujours Darius Wolski et à la musique Jet Kurzel. Au casting, Michael Fassbender, Catherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Damian Bichir, Carmen Ejogo, James Franco, Guy Pearce et Noomi Rapace. Alors nombreux sont ceux qui crachent encore allègrement sur Prometheus et qui s'apprêtaient déjà à faire de même pour Alien Covenant. Ce qui serait particulièrement injuste en fait, et pourtant ils crachent toujours dessus aujourd'hui. 10 ans après les événements de Prometheus, le vaisseau colon Covenant se dirige vers une nouvelle planète. Mais par une suite d'événements, il capte un signal depuis une autre planète. Le capitaine décide de s'y rendre malgré les 2000 colons cryogénisés à bord. Et c'est le point qui risque de faire du tort au film. Pourquoi risquer la vie de tous les colons, même si la planète paraît accueillante? Et l'explication, on n'a pas envie de retourner dormir tout de suite, tient moyennement la route. Mais une fois passé ce démarrage un peu douteux, le film aligne quelques excellentes idées. Pour les puristes, il faudra s'y faire. Alien a depuis bien longtemps quitté le domaine du film d'horreur pour s'orienter vers la SF. Elle prend même ici une ampleur inattendue avec de superbes idées visuelles et des plans sublimes. Mais non, vous ne risquez pas d'être effrayé par ce film. Ici, vous découvrirez tout un univers et une histoire nouvelle qui répondront à certaines de vos questions, tout en important d'autres, bien sûr. Ce qui n'est pas un problème quand on assiste ici à la chute de toute une civilisation au travers d'un seul personnage créé à l'image de l'homme. Une parabole qui est justifiée par le biais d'une seule phrase, mais qui fonctionne et poussera le spectateur dans une ambiance et un chemin inattendus. Ce qui est loin d'être une mauvaise chose. Cette lecture du film se montre passionnante, même si on pourra toujours lui reprocher quelques incohérences et le fait de se sentir parfois obligé de faire de lourds clins d'œil aux films originaux. Un peu dommageable. Pour autant, on retiendra bien un personnage de ce film, un seul d'ailleurs, autre petit souci, et j'attends de voir ce qu'il deviendra avec impatience. Vous me recevez? Covenant, répondez! Qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'aide! Ça va aller, calme-toi chérie, calme-toi! Je t'entends mal! Tout ceci pour commencer une nouvelle vie.
Où est-il? Accroche-toi! C'est quoi ça? Un seul gros projet ne suffisait pas, Ridley Scott est de retour toujours en 2017 avec Tout l'argent du monde, un film écrit par David Scarpa. En 2017, Ridley Scott va produire également plusieurs films, notamment Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh et The Secret Man Mark Felt de Peter Landesman. Après Tout l'argent du monde, il se relance dans la production pour les années suivantes. On va ainsi le retrouver à la production notamment de Zoé de Drake Doremus, de American Woman de Jake Scott, de Cœurs ennemis de James Kent, et aussi d'un film pas encore sorti repoussé pour cause de Covid, Mort sur le Nil de Kenneth Branagh. Comme producteur délégué, il travaillera sur L'Oiseau Tempête de Wash Westmoreland, un film sorti sur Netflix. Mais il va malgré tout en 2020 réaliser deux choses, c'est-à-dire les deux premiers épisodes de la série Raised by Wolves, diffusée par HBO, une série de science-fiction post-apocalyptique dont les premiers épisodes, paraît-il, sont très bons. Alors, personnellement, je ne l'ai pas vu, je ne pourrais pas vous en parler. Mais en tout cas, il y a de très bons retours dessus. En 2021, Ridley Scott sort Le Dernier Duel, un film au casting duquel on retrouve Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer ou encore Ben Affleck. Retour à l'historique donc pour Sir Ridley Scott avec The Last Duel, un film qui a pour particularité d'avoir été tourné en France et d'avoir été écrit par le duo Matt Damon-Ben Affleck assisté de Nicole Olofsener. Le Dernier Duel revient sur l'histoire, ou en tout cas une hypothèse, concernant le dernier duel judiciaire connu en France lorsque Jean de Carouge et Jacques Legris ont été confrontés. Anciens amis, les deux vont se combattre quand Madeleine de Carouge accuse Jacques de viol. Dès les premières images, on a remarqué le travail sur les maquillages, les costumes et les décors. Et en toute honnêteté, ça aurait même pu paraître ridicule, mais je vous rassure, le casting est tout simplement parfait. Les acteurs sont investis comme rarement et paraissent tout à fait crédibles, et surtout leur travail leur permet de s'intégrer parfaitement à l'œuvre. Au bout de quelques minutes, on se retrouve ainsi plongé dans cette histoire pas comme les autres. Et ce parce que Ridley a décidé de nous proposer 3 points de vue. Le film se divise ainsi en 3 chapitres présentant les vérités de chacun. Jean, Jacques et Marguerite. Un film qui interroge donc sur la justice et son efficacité, le tout se clôturant sur un duel magnifiquement filmé. Car pour le reste, le film paye tout de même quelques longueurs et son principe même l'amène à être un brin répétitif, et ce, bien que le jeu des détails soit particulièrement bien vu. De petits soucis en plus d'un manque d'action qui ne l'empêche aucunement d'être historiquement et judiciairement passionnant. Et il faut bien le dire, assez unique en son genre. Clairement, Ridley maîtrise toujours autant son art, il le prouve ici plus que jamais. Un résultat pas parfait, mais tout de même sacrément impressionnant. La vérité n'a aucune importance. Seul le pouvoir des hommes compte. L'affaire doit être réglée dans le calme. Je suis innocent! Je réclame un duel judiciaire. Si vous perdez, votre femme en subira les graves conséquences. L'un de nous deux a menti. Laissons Dieu en décider. Vous ne me croyez pas. Je risque ma vie pour vous. Il faut risquer ma vie pour sauver votre réputation. Le châtiment pour un faux témoignage. Et le bûcher, vous serez brûlée vive. Je refuse de me taire. Le second film, c'est House of Gucci. Un film dont le scénario est signé Roberto Bentivegna d'après un livre une nouvelle fois de Sarah Gay Forden. À la photo, on retrouve Darius Wolski et au casting Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston ou encore Camille Cotin. Un film dont on peut attendre beaucoup, qui devrait sortir fin 2021 cette fois. Et on espère qu'il sera au niveau. Quelques images ont commencé à fuiter un peu à droite à gauche. Et le dernier projet qui lui est prévu pour 2023 est un film pour Apple TV. Ça s'appelle Kid Bag. Au scénario, on retrouve David Scarpa et à la photo Darius Wolski comme d'habitude. Au casting, Jodie Comer, mais également Joaquin Phoenix.
et ce serait ni plus ni moins qu'un film biographique sur la jeunesse de Napoléon Bonaparte. Film qu'on attend également avec impatience. Bref, à 83 ans maintenant, la carrière de Ridley Scott approche de sa fin, mais il est toujours aussi actif. Et jusqu'ici, même s'il y a eu des films moins bons, même s'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre dans sa carrière, le bonhomme a toujours fait montre d'une maîtrise et d'un vrai talent. Quand on va voir un de ses films, on sait qu'au mieux, on trouvera ça sympa sans plus, mais il y a peu de chances qu'on soit réellement déçu. Donc on attend de voir ses prochains films avec une certaine impatience. Et en attendant, je vous invite, si vous connaissez son œuvre, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous.